Monsieur le ministre, d'abord merci d'être là. Il y a 30 ans, en 87, quand il y a eu le Big Bang des marchés financiers, j'étais déjà un jeune journaliste, on parlait beaucoup du développement de la place de Paris, de la place financière. 30 ans après, on peut penser que Londres a gagné la bataille, mais 30 ans après, ça c'est un événement, une rupture, arrive le Brexit et peut-être les cartes vont être rebattues. Alors je ne sais pas si vous avez fait comme nous le décompte des emplois qui commencent à arriver du secteur financier vers Paris. On pourrait dire autour de 4500, peut-être 5000, dont 1000 pour les banques françaises. Un peu plus pour Francfort, mais il y a beaucoup plus de banques allemandes qui rapatrient sur leur propre place. Il y aura sans doute plusieurs vagues. Comment faire en sorte d'être plus attractif, de faire venir plus d'emplois dans ce secteur, notamment financier, profiter de cette opportunité? Je vous laisse la parole. Merci à vous. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce magnifique hôtel de ville. Bonjour au président Ollier, que j'ai plaisir à retrouver. Je ne vais pas reprendre l'intégralité de vos travaux sur la Smart City, sur Paris, ville du XXIe siècle. Je veux juste vous dire que, comme habitant de Paris, j'attache évidemment énormément d'importance à toutes ces questions des villes, des métropoles contemporaines. Comment est-ce qu'on améliore la vie quotidienne de nos concitoyens? Comment est-ce qu'on réduit la pollution? Comment est-ce qu'on répond aux problèmes de congestion du trafic? Comment est-ce que l'on veille à avoir des transports qui fonctionnent dans les meilleures conditions possibles? Et vous savez que l'État, notamment, a décidé d'accélérer la mise en place du projet Charles de Gaulle Express, qui nous tient très à cœur. Et comment est-ce que nous faisons pour valoriser Paris comme un centre de recherche, un centre d'excellence et l'une des grandes places financières européennes? Vous m'avez posé une question précise, je vais y répondre de manière précise. Moi, j'estime que plusieurs milliers d'emplois peuvent être créés dans les mois qui viennent dans le secteur financier en faisant de Paris la première place financière de l'Europe continentale. Pour y parvenir, je crois que nous avons déjà des atouts absolument considérables. Nous avons un écosystème financier complet. Nous avons des banques, des assureurs qui sont de taille mondiale. Nous avons des fintechs qui sont parmi les plus innovantes au monde, dans les domaines aussi variés que les moyens de paiement, le financement participatif, l'utilisation de la blockchain. Sur tous ces sujets-là, je considère que nous avons un temps d'avance sur nos grands partenaires européens. Nous avons aussi des régulateurs dont la qualité est unanimement reconnue et qui garantissent la stabilité de la place financière. Et puis nous avons des cursus de formation d'excellence, scientifiques, juridiques, financières, qui nous permettent d'alimenter un vivier de talents unique en Europe. Pour conforter cette base qui est solide, nous avons pris avec le Premier ministre et le Président de la République un certain nombre de décisions qui vont améliorer l'attractivité de la place financière de Paris. D'abord, nous avons fait des choix fiscaux qui vont rendre Paris et la France plus attractives pour les investisseurs internationaux. Nous avons réduit l'impôt sur les sociétés, qui passera à 25% d'ici 2022. Nous avons mis en place un prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital. Nous avons supprimé la 4e tranche de la taxe sur les salaires dès 2018. Donc nous avons fait le travail nécessaire pour que Paris soit la place financière la plus attractive en Europe. Nous avons, grâce à la mobilisation collective, celle de Benjamin Griveaux, celle du Premier ministre, celle de la secrétaire d'État aux Affaires européennes, obtenu la relocalisation à Paris de l'autorité bancaire européenne. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un État qui aurait parié sur la victoire de Paris il y a quelques mois. Et quand nous avons présenté cette candidature pour l'autorité bancaire européenne, nous avons fait face à un scepticisme complet. Le résultat, c'est que nous avons obtenu cette autorité bancaire à Paris.
Alors c'est vrai avec un petit coup de pouce du hasard, puisqu'il y a eu un tirage au sort au dernier tour. Enfin, il fallait quand même parvenir au dernier tour. Et puis la chance fait partie du succès en politique. Nous disposons donc désormais de deux autorités européennes, l'autorité européenne des marchés financiers et l'autorité bancaire européenne. Ça doit nous permettre de faire de Paris, je vous le disais, la première place financière en Europe. Ça doit nous permettre d'obtenir la relocalisation de milliers d'emplois dans le secteur financier à Paris. Mais ça doit nous permettre aussi, et l'enjeu est absolument essentiel à mes yeux, de redéfinir ce qu'est l'objectif de la finance. La finance doit être au service d'objectifs collectifs et de biens publics partagés. Je pense en particulier à la transition écologique. Nous aurons le 11 décembre un rendez-vous majeur avec la 3e édition du Climate Finance Day. L'objectif, c'est que la finance se mette au service de la transition écologique. C'est que la finance mette à disposition des produits financiers nouveaux qui permettent de financer la transition écologique, les énergies renouvelables, les projets éoliens, les projets dans le secteur de l'énergie photovoltaïque, tout ce qui permet de réussir la transition écologique qui ne marchera pas sans le soutien de la finance. La France est leader dans ce domaine. Elle a été le premier pays à mettre en place des obligations vertes. Eh bien, je souhaite que le 11 décembre prochain, nous puissions mettre sur la table des propositions puissantes pour avoir une finance au service de l'environnement et du respect de notre planète. Vous voyez que l'enjeu, ce n'est pas simplement rapatrier des emplois en France. Ce n'est pas simplement faire de Paris une grande place financière. C'est aussi utiliser la finance comme un levier pour accomplir les transformations attendues par nos compatriotes pour le XXIe siècle. Et c'est ce enjeu-là que nous sommes déterminés à porter avec le Premier ministre et avec le Président de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que, cher Bruno, est-ce que vous m'autorisez une question de complément? D'abord, merci pour ce panorama, de parler du Climate Finance Day sur lequel on attend effectivement à Paris l'occasion de mettre le paquet sur ce sujet de la finance verte sur lequel on a de vrais atouts. Moi, je voudrais vous poser une question sur votre nouveau combat. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est la baisse des charges. La baisse des charges, ça fait 5 ans qu'on en parle, mais vous avez porté l'idée qu'il faudrait aller au-delà de ce qui est fait, notamment pour des emplois qui sont mieux rémunérés, aujourd'hui plus qualifiés, on pourrait dire. Alors, certains, y compris au MEDEF, portent même l'idée qu'il faudrait déplafonner les charges sociales, ce qui est le cas, par exemple, chez certains de nos concurrents, à Londres notamment. Est-ce que c'est jusqu'où, et y a-t-il des tabous sur le débat de la baisse des charges sociales, y compris pour des salaires très élevés qui sont ceux de la finance? Je crois que si on veut réussir en matière économique et de manière générale, il faut éviter les tabous. Ce qui compte, c'est d'avoir des solutions efficaces pour créer des richesses et créer des emplois dans notre pays. La baisse des charges jusqu'à présent, elle a été focalisée uniquement sur les bas salaires, avec un objectif que je partage totalement, qui est l'emploi. Les personnes les moins qualifiées, ceux qui ont le plus de difficultés à avoir accès à l'emploi, il est légitime qu'on allège les charges pour qu'elles puissent trouver une place dans notre société. J'ai défendu cette position-là, je continuerai à la défendre, et la transformation du CICE en baisse des charges directe en 2019 doit nous permettre justement de confirmer cet allègement des charges sur les bas salaires au service de l'emploi. Mais après, il y a un autre défi, c'est le défi de la compétitivité. Comment est-ce que l'on fait pour que les secteurs industriels, l'industrie manufacturière, mais aussi l'industrie financière, soient compétitifs par rapport à nos concurrents? Je pense en particulier évidemment à l'Allemagne. Il est très compliqué d'expliquer à notre industrie qu'elle doit embaucher des personnes toujours plus qualifiées
mais que les allègements de charges ne porteront pas sur les personnes les plus qualifiées. Il y a une vraie contradiction dans le raisonnement économique, une vraie contradiction dans le raisonnement financier. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ce débat et avec le Premier ministre, nous avons dit regardons quels sont les avantages et les inconvénients d'un allègement de charges au-dessus de 2,5 SMIC. Ce débat, nous allons l'ouvrir dès janvier prochain. Nous allons y consacrer tout le temps nécessaire, parce qu'il faut regarder ce que ça peut rapporter en termes d'emploi, en termes de compétitivité, puis regarder aussi évidemment le coût budgétaire. Et le Premier ministre a fixé une limite qui est claire, raisonnable, et à laquelle je souscris totalement, qui est que nous ne pourrons engager cette baisse supplémentaire des charges au-dessus de 2,5 SMIC que lorsque les finances publiques de la France seront rétablies. Ce qui veut dire que ce ne sera pas en 2018, je préfère le dire tout de suite. Mais ouvrir la réflexion, faire le bilan coût-avantage, se battre pour l'amélioration de la compétitivité et mettre toutes les options sur la table, y compris celle de l'allègement des charges au-dessus de 2,5 SMIC, c'est la méthode de ce travail de ce gouvernement qui vise avant tout à obtenir des résultats. Merci Bruno. Vous avez également la fonction de ministre des Finances. Il y a des interrogations, des inquiétudes parfois sur le financement du Grand Paris Express. Est-ce que ce projet, qui est essentiel pour le territoire, pour l'attractivité et pour l'avenir, sera financé jusqu'au bout et comment l'État peut aider à contribuer, à donner confiance dans notamment les élus de ces territoires qui parfois se demandent si on ne va pas les abandonner en route? Alors, je comprends toujours les inquiétudes des élus, mais enfin, je pense qu'ils ont matière à être rassurés. Et je le dis devant tous les élus locaux qui sont présents ici. Nous avons fait voter dans le projet de loi de finances pour 2018 une autorisation d'engagement de plus d'1,5 milliard d'euros pour le financement du Charles de Gaulle Express. Donc l'autorisation d'engagement, ce ne sont pas des crédits de paiement, mais ça donne la perspective. Et ça montre que l'État est totalement engagé pour soutenir cette infrastructure. Cette infrastructure, elle est vitale. Nous sommes l'un des derniers aéroports, si ce n'est le dernier grand aéroport européen, à ne pas avoir de liaison directe avec la capitale. Alors j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir me rendre à Charles de Gaulle autrement que par le RER, mais avant j'y allais en RER. Il y a bien un moment où j'y retournerai en RER, c'est compliqué, il y a des changements, ça prend du temps, il y a des ruptures de charge, on a sa valise, il faut la porter, il y a les enfants qui courent partout, rien n'est direct, enfin c'est extraordinairement compliqué. Donc j'imagine le touriste ou le salarié qui arrive à Charles de Gaulle et qui se dit qu'il doit rejoindre le centre de Paris, c'est une expédition. Donc nous avons besoin du Charles de Gaulle Express. Nous en avons besoin pour l'attractivité de Paris. Nous en avons besoin pour les JO. Nous en avons besoin pour le développement du tourisme. Donc vous pouvez compter sur le soutien de l'État. Nous avons pris des engagements et nous tiendrons nos engagements. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous vous libérons parce que je crois que vous avez des rendez-vous et à très bientôt.